compter dans ces personnes-là toutes les personnes qui sont dans leur placard, qui n'osent pas le dire. Il y a 3 ans de ça, j'aurais été face à ce questionnaire-là, je n'aurais jamais répondu que j'étais trans. J'aurais jamais osé. Donc il y en a certainement encore plus. Si vous prenez sur ces, on va rester à 300 000, 500 000 personnes, il y a environ 90 000 personnes qui entament un processus de transition médicale ou chirurgicale, Donc ça veut dire qu'il y a 90 000 personnes qui au moins commencent un traitement hormonal. Même chiffre en France. Si vous considérez, on revient toujours à ma définition de transsexuel, transsexualité que je refuse parce qu'il y a discrimination, si vous considérez que sur ces 90 000 personnes, il y en a 90% qui ne désirent pas être stérilisées, qui désirent continuer à vivre comme elles sont, parce qu'elles sont bien comme ça veut dire qu'il y a environ 80 000 personnes discriminées en France. Une ville. C'est énorme. Voilà. Dernière chose au sujet de ces termes, alors bien sûr il faudrait peut-être trouver un terme plus fédérateur, mais grosso modo, je pense qu'il y en a beaucoup de personnes qui se disent encore transsexuelles, qui n'ont pas réfléchi, qui c'est pas forcément pour discriminer, mais qui n'ont pas réfléchi à toutes les implications liées aux discriminations et liées au fait que ce soit imposé par l'État. Personnellement, je pense qu'il y a un terme fédérateur, c'est tout simplement de dire trans, personne trans. Comme cela, si on pouvait trouver un autre terme, ça serait peut-être bien, mais bon, pour l'instant, on va se limiter à ça. Alors, ce que j'ai entendu dire, ce que l'on m'a dit par une personne responsable d'une association trans, c'est qu'on ne peut absolument pas utiliser le terme transgenre, que personne ne va y comprendre, qu'utiliser le terme trans, mais si on en parle à la télévision, les gens ne vont rien comprendre, parce qu'ils sont habitués au terme transsexuel. Moi, ça me choque, parce qu'à partir du moment où on explique, où on prend le temps d'expliquer aux personnes, là j'ai pris le temps de vous expliquer ce qu'il en était, vous allez buter les premières fois si vous en venez à en parler, mais vous allez y réfléchir, et puis on change la façon de parler, et quand on change la façon d'en parler, on change aussi la façon de voir l'autre. Parce que si je vous dis, c'est une personne transgenre, on ne le voit plus sous le terme changer de sexe, comme avec transsexuel. Donc ça, c'est un travail à faire. Je l'ai vu là, avec la sortie de mon livre. J'ai été en contact avec des journalistes. Alors les 2 premières fois, j'en ai parlé, mais je ne l'avais pas formalisé. Quand j'ai été en contact avec Audrey Pulvar, sur France 2, pour les 2 émissions sur France 2 où je suis passé, avant d'y aller, j'avais fait passer le papier à mon attaché de presse, qui a fait un travail fantastique. Elle leur envoyait à chaque fois une documentation assez importante, et dans cette documentation-là, il y avait une page, les termes qui ne doivent plus être utilisés, les termes que l'on doit utiliser, en leur expliquant. Et si vous regardez, si vous avez la curiosité d'écouter ou de regarder ces émissions, vous allez vous rendre compte que le terme transgenre arrive dans la bouche des journalistes. Il y a une très marrante, c'est avec Carole Gessler, c'était après le documentaire de Moiti, justement, où elle commence à parler transsexuel, et puis après ça, elle se retourne vers moi en disant non, en fait, c'est transgenre. Donc ça veut dire que le message était passé. Donc dire qu'on ne peut pas utiliser les bons mots, pour moi, ça me choque. C'est une question de... pas que de fierté, c'est ce que tu disais, discrimination, rejet des autres, oublier que les personnes trans sont nombreuses, beaucoup plus nombreuses que ce que l'on voudrait. Alors, excusez-moi, je vais vous faire, parce que je suis quand même dans ma partie politique, militante, là, j'en profite, je vais vous parler quand même de l'état actuel en France de la transidentité, vous montrer où sont les points de discrimination, pas tous, parce que sinon on n'en a pas fini, mais je vais prendre les grands points, et puis en profiter pour vous dire les espérances que l'on peut avoir par rapport à tout cela. Et ultérieurement, je vous laisserai la parole pour que vous puissiez me poser des questions quand même. Donc, il y a un système qui est mis en France depuis les années 80, à peu près début des années 80. Donc, historiquement, il y a eu des personnes trans qui dans les années 50, etc., qui ont eu des opérations au Maroc. C'était encore l'époque tout à fait médicale, chirurgicale, et puis le milieu trans était
connaissais pas trop, peut-être. Bon, moi, j'étais pas né à ce moment-là. Dans les années 80, c'était quelque chose que je connaissais pas plus. Toujours est-il qu'il y a eu des médecins qui se sont regroupés, qui ont décidé de former ce qu'ils ont appelé des équipes officielles et qui se sont proclamés spécialistes en transsexualité. Il faut savoir que ces équipes médicales, donc qui regroupent des médecins, des endocrinologues, des psychiatres, des chirurgiens, n'ont rien d'officiel. C'est une autoproclamation d'équipe. Elles n'ont rien d'officiel. Il n'y a aucun texte qui dit qu'il y a des équipes et que l'on doit passer par des équipes. Il n'y a donc aussi aucune spécialité dans le cursus médical sur la transidentité ou sur la transsexualité, si on veut utiliser leurs termes. Il n'y a aucun cursus. Donc quand il y a des médecins qui disent qu'ils sont spécialistes en transsexualité, ils mentent. Quand ils disent que ce sont des équipes officielles, ils mentent aussi. Mais ils ont monopolisé le système parce que par plusieurs moyens. La première, c'est qu'ils n'ont pas diffusé les éventuelles connaissances qu'ils avaient auprès du reste du corps médical. Si une personne trans qui est en début, qui se pose des questions, etc., va voir un médecin, il y a 9 chances sur 10 que le médecin lui dise « mais je ne connais rien, je vais me renseigner ». S'il va se renseigner, le médecin, il va se renseigner où? Auprès de son ordre des médecins, qui va se renseigner auprès des spécialistes. Et les spécialistes vont dire « surtout, il ne faut pas qu'il s'en occupe, il faut qu'il nous l'envoie ». Donc la personne trans qui n'y connaît rien va se retrouver dans ce cas-là. Moi, quand j'ai contacté, j'en ai parlé à mon médecin généraliste, qui était un médecin généraliste depuis des années, j'avais pour moi l'avantage, c'est d'être vétérinaire face à un médecin qui me connaissait depuis des années. J'étais en position quand même plus proche de l'égalité que le client classique. J'y suis arrivé, et puis je lui ai dit, ben voilà, c'est ça. Il m'a dit, ben, je vais me renseigner. À l'époque, c'était tout à fait au début, j'étais encore un petit peu bon comme ça. Et très rapidement, en l'espace de 15 jours, j'avais réfléchi. Je suis retourné le voir, et puis il me dit, ben voilà, il faudrait contacter l'équipe de Bordeaux. Je lui ai dit, pas question. Pas question. Ça, je ne vais pas le faire. Je vais faire mon parcours en freelance, toute seule, et puis je ne vais pas rentrer dans ce système-là d'équipe transforme. Et voilà, donc ils ne sont pas au courant. Quand j'ai été amené à lui parler du traitement médical, ça n'a pas été de suite, puisque c'est passé quelques mois avant que j'attaque le traitement hormonal, il ne connaissait rien. J'y suis allé avec ma feuille, en lui disant, voilà, c'est ça que vous devez me prescrire, et il m'a fait l'ordonnance en fonction de ce que je lui ai apporté. Bon, il s'est avéré que comme il y avait des rapports différents que peut y avoir avec d'autres patients, il me l'a fait. Il y a combien de médecins qui ne le font pas? Parce qu'il y a ce monopole de ces équipes-là qui impose de passer entre leurs mains. Il y avait, si je ne me trompe pas, dans un documentaire, il y a une réticence de la part de médecins parce que quand on prend un traitement hormonal, je ne sais pas si je me trompe, c'est irréversible. Donc ils préfèrent parfois, surtout pour des jeunes qui veulent plus revenir en arrière. C'est vrai et faux. C'est vrai et faux. Il y a... ça fait encore partie de ces équipes qui diffusent le pseudo-vrai de manière à garder le monopole et faire peur et éviter que des personnes puissent, dans leur esprit, éventuellement faire une transition alors qu'ils ne la feraient pas. Je peux vous dire que... bon, je ne sais pas ce que vous avez dans votre culotte, donc je suis incapable de dire qui vous êtes par rapport à la transidentité, mais la majorité des personnes étant quand même plutôt cis. Si vous demandez à une personne cis, je me suis amusé à le poser à des amis, leur poser la question, mais qu'est-ce que tu en penses? Pas question, je ne le ferai pas. On ne va pas se lancer dans un phénomène de transition si son identité de genre correspond avec la personne que l'on est, parce que c'est une cas d'identité, tout simplement. Donc, les médecins font courir ce bruit-là. En réalité, il y a quelques modifications physiques qui peuvent être irréversibles, du style la poussée des seins dans le sens homme vers femme. Il va y avoir quand même, les seins vont rester là. Mais c'est une irréversibilité qui, à la limite, peut se régler du point de vue chirurgical. La stérilité par les traitements hormonaux n'est pas du tout définitive. Il y a des exemples d'un homme enceint aux États-Unis. Je ne retrouve plus son nom, Betty, je ne sais plus comment, c'est Betty, je crois son nom de famille. Mais bon, donc qui avait un traitement hormonal de testostérone, qui a arrêté son traitement hormonal le temps d'avoir une ovulation, d'avoir un enfant, et qui par insémination artificielle, et ensuite a repris son traitement hormonal. Donc
Il y a quelques modifications physiques qui peuvent être irréversibles, mais la majorité le sont. Hein, donc en particulier la stérilité. Mais il joue là-dessus pour faire peur et pour garder ce monopole-là. C'est surtout n'y touchez pas. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites. Un traitement hormonal pour, dans le sens, celui que je prends, homme vers femme, c'est quoi? C'est tout simplement un traitement de la femme ménopausée. N'importe quel médecin est capable de prescrire et de suivre une personne qui a un traitement de la femme ménopausée. C'est pas compliqué. Hein, même si, éventuellement, pour nous, ça dure plus longtemps. Hein, parce que s'il y a quelqu'un qui commence sa transition à 20 ans, ça va durer éventuellement 60 ans. Mais on va éventuellement contrôler des paramètres supplémentaires. Mais un médecin généraliste est tout à fait capable de le faire. Moi, c'est ma médecin généraliste qui me contrôle. Je ne vais même pas chez un endocrino. Hein, je ne trouve pas ça nécessaire. Alors ensuite, dans ces équipes autoproclamées ont mis en place un protocole. Suivant les protocoles préconisés par la Bible des psychiatres, qui s'appelle le DSM, qui comporte plusieurs éléments. Alors, je ne vais pas tout rentrer dans tous les éléments, mais grosso modo, je vais vous dire ce qui, en tous les cas, pose des gros problèmes. Déjà, pour les équipes autoproclamées, il est inconcevable d'accepter un adolescent trans en suivi. Or, on sait qu'il y a des traitements possibles pour bloquer les hormones, le temps de la croissance, le temps que l'enfant, éventuellement, réfléchisse un petit peu. Mais de bloquer les effets des hormones liées à son sexe de naissance, de manière à éviter des évolutions physiques qui sont irréversibles, si jamais, irréversibles relativement, hein, si jamais, finalement, il décide que oui, il est trans, qu'il a besoin de faire cette transition. Hein. Donc ces traitements hormonaux existent. Mais les équipes françaises ne veulent absolument pas en entendre parler. Les jeunes, pas question. Donc on les laisse souffrir, en sachant qu'il y a, d'après les dernières études qui sont faites, 34% des adolescents trans qui font des tentatives de suicide. On peut se poser des questions sur le respect du code déontologique, du serment d'Hippocrate. Moi, je me pose la question. Hein, il y a un code de déontologie qui prévoit normalement de soigner les patients, même si ce n'est pas une maladie, mais au moins de prendre en compte leur souffrance. Et on laisse 34% d'enfants trans faire des tentatives de suicide. C'est énorme. Dans ces protocoles-là, même chose, on refusera de prendre des personnes qui ont 48, 50 ans, donc un petit peu comme j'étais, qui sont mariées, ce que j'étais, avec des enfants. Donc ça veut dire que des personnes comme moi, je me rapprochais d'une équipe, j'avais 99 chances sur 100 d'être éjecté. Vu l'état d'esprit dans lequel j'étais à ce moment-là, j'étais prête à faire n'importe quelle connerie. Donc autant dire même chose. Est-ce que c'est respecter la personne? Est-ce que c'est respecter le code de déontologie? Alors, en général, ils ne t'éjectent pas, ils te font traîner sur le long terme. Oui, mais ça revient au même. Ça revient au même. Il faut traîner sur le long terme, mais ça revient au même. Le but, c'est de décourager la personne. Donc, il y a obligation de passer avec un psychiatre pendant des mois, voire des années. Comme on vient de me dire. C'est-à-dire si on n'est pas dans le critère qui correspond, on va vous faire traîner pendant 3, 4 ans, 5 ans. Alors, étant passé par le protocole de